travaux qui sont le fruit d'une vaste collaboration avec pas mal de chercheurs et pas mal d'institutions, notamment le CNES, le CESBio, l'ONF International, un laboratoire d'écologie à Toulouse, l'EDB, et puis une nouvelle structure de traitement de données de télédétection, Globeo. Alors, au niveau naissance de données, ces données, elles ont déjà été acquises par capteurs satellitaires, traitées par des agences spatiales, délivrées ensuite. Donc, nous, on va dire qu'on va plutôt leur donner une expérience de vie en développant pas mal de traitements pour donner naissance à l'information qu'on va rechercher. Alors, cet exposé, je vais vous le faire en 4 parties. D'abord, je vous expliquerai pourquoi on s'intéresse aux forêts tropicales. Ensuite, je vous donnerai 2 exemples d'exploitation de données radar. L'un pour le suivi de la déforestation en Guyane, l'autre pour l'analyse des tendances à long terme. Et puis enfin, je terminerai par la présentation de la mission biomasse qui devrait partir en 2023. Alors pourquoi les forêts tropicales ? Parce qu'elles représentent à peu près la moitié des forêts globales, ces dernières représentant à peu près un tiers des surfaces terrestres. Elles sont soumises à une forte pression anthropique. Il y a une toute récente étude qui montre qu'il y aura environ 17% des forêts tropicales qui auraient disparu depuis 1990. Et ceci est d'autant plus dommage qu'elles rendent beaucoup de services à l'humanité. Elles sont très riches en termes de biodiversité. Elles jouent un rôle très important dans les cycles globaux, et notamment le cycle global du carbone, qui est un enjeu majeur actuellement, puisque les émissions anthropiques de gaz carbonique ont des conséquences très importantes au niveau du réchauffement climatique. Et donc une forêt qui pousse, eh bien, elle va stocker du gaz carbonique atmosphérique par le processus de photosynthèse. On parle dans ce cas-là de puits de carbone. Et puis lorsqu'on la coupe ou qu'on la brûle, eh bien, elle relâche beaucoup de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. On parle alors dans ce cas de source de carbone. Alors, la végétation, on la mesure en quantité de biomasse. La biomasse, c'est la quantité de végétation sèche. Et celle-ci est composée pour moitié de carbone. Donc la conversion se fait assez facilement. Et les forêts globales contiennent à peu près 80% de la biomasse aérienne globale, et les forêts tropicales, la moitié. Donc c'est en raison des gros stocks de carbone qui sont en jeu qu'il y a eu pas mal de politiques qui ont été menées, notamment après le protocole de Kyoto. Par exemple, cette politique de REDD pour réduction des effets liés à la déforestation et à la dégradation, qui consiste à compenser financièrement ou non les pays qui ont une gestion durable de leurs forêts ou non. Alors évidemment, ça concerne beaucoup les pays tropicaux. Et dans ce cadre, la télédétection est un outil évidemment privilégié pour faire le diagnostic des forêts et leur suivi. Alors le seul problème, c'est que sur les tropiques, vous avez une couverture quasi permanente de nuages, ce qui limite énormément les acquisitions optiques. Alors du coup, le radar prend tout son intérêt. Donc à gauche ici, vous avez le radar utilise les images radar utilisent des longueurs d'onde supérieures au centimètre, et donc pour lesquelles les molécules gazeuses atmosphériques, les aérosols ou les molécules des nuages ne sont absolument pas vues. Elles traversent complètement l'atmosphère sans être perturbées. Et du coup, on a des acquisitions systématiques à chaque fois qu'elles sont faites sur les régions tropicales, d'où l'intérêt. Alors, je vous présente ici les travaux qui ont été faits dans le cadre de la thèse de Marie Ballaire, qu'elle a soutenue en novembre 2021. Elle a fait ça au LASTIG. C'était une thèse qui était cofinancée par le CNES et par la fondation WWF, mais ces travaux également en forte collaboration avec l'ONF International, le CESBio et Globeo. Donc elle s'est plus spécifiquement intéressée à la Guyane. Alors pour avoir le suivi de la déforestation, ce qu'il faut, c'est avoir des capteurs à relativement haute résolution spatiale. Alors pour ça, on utilise des radars à synthèse d'ouverture, qu'on appelle SAR en anglais. Alors l'histoire du radar a démarré réellement en 1991. Depuis 1991, on a des observations à peu près continues avec pas mal de capteurs différents. Mais il y a surtout une grosse révolution qui est apparue en 2014 avec les missions Sentinelle dans le programme Copernicus, ce programme européen. Et puis là, pour la première fois, on avait des données
à environ 20 mètres de résolution spatiale, acquise tous les 6 ou 12 jours, alors qu'auparavant, il fallait attendre un mois. Donc, grâce à ces nouveaux capteurs, eh bien, on a pu afficher et même atteindre un objectif qui était la détection rapide et régulière de toutes les surfaces déforestées à partir du moment où elles ont une surface supérieure à 0,2 hectares. Alors, ces données, ça a un prix, hein, parce que 20 mètres de résolution tous les 6 jours, eh ben, ça en fait beaucoup. Là, il a fallu traiter 2200 images pour la période d'étude, entre 2015 et 2020. Et puis, comment on fait pour détecter ça? Eh bien, en fait, une forêt qui n'est pas perturbée, quand on regarde les signatures temporelles, on n'a pas de... Non. Quand on regarde les signatures temporelles radar en bleu et rouge, là, sur une forêt stable, sur une forêt non perturbée, le signal est complètement stable, que ce soit en polarisation VV, en polarisation VH, en orbite montante, descendante, tout ça c'est très stable. Et puis si vous coupez la forêt de manière drastique, vous faites une coupe à blanc avec apparaît un sol nu et sec, eh bien vous allez avoir une chute de signal, et cette chute va être très facilement détectable, et puis c'est très facile de repérer ces zones-là. Par contre, si vous ne coupez pas à blanc, vous laissez de la végétation, si le jour où vous avez coupé il a plu, le sol est humide, comme le radar est sensible à l'humidité, eh bien cette chute à droite, là, cette chute, elle va être beaucoup moins flagrante et ça va être beaucoup plus difficile à détecter. C'est pour ça qu'il y a une méthode, là, au CESBio, qui a été développée qui couple les détections préalables avec des détections d'ombre liées aux bordures de forêt, puisque les radars qu'on utilise sont à visée latérale, et donc vous avez automatiquement des effets d'ombre. Donc l'ombre qui est marquée par la flèche rouge ici, vous la couplez aux surfaces qui ont été déforestées, et puis vous améliorez les détections. Alors ici, un résultat un petit peu en faisant un zoom. À gauche, par l'imagerie radar Sentinel, à droite, par l'imagerie optique, Landsat, on aurait la même chose avec Sentinel. Alors, on a d'une part une cartographie des zones déforestées, une information spatiale, mais on a aussi une information temporelle, puisque les différentes couleurs correspondent à des dates de déforestation. Pour une fois, le radar est vraiment très, très efficace, bien plus que l'optique. La limitation essentielle de l'optique ici, ce sont vraiment les nuages, hein. Alors, ce qui est d'autant plus spectaculaire, c'est qu'on arrive à détecter des zones supérieures à 0,2 hectares qui sont déforestées, mais ceci à l'échelle de tout un territoire. La Guyane, c'est pas rien. Et puis, on a pu avoir ça sur toute la Guyane, ce qui a été assez excitant. Alors, l'autre exemple, c'est un exemple des suivis des tendances à long terme des forêts tropicales. Alors, ces travaux se sont faits en étroite collaboration avec le laboratoire d'écologie à Toulouse, dans le cadre d'un postdoc qui s'appelle Cheng Li Tao, qui est reparti à Pékin depuis. Son postdoc était financé par le CNES. Et donc, pour ces travaux, eh bien, on a utilisé d'autres données radars qui sont acquises par ce qu'on appelle des diffusiomètres. Ce ne sont plus des radars à synthèse d'ouverture, mais c'est des diffusiomètres qui sont caractérisés par des très basses résolutions spatiales, 50 km pour les premiers et 20 km pour les suivants, mais avec des acquisitions journalières. Alors là, en haut, c'est les programmes spatiaux américains qui ont privilégié la bande KU. La bande KU, c'est 2 cm de longueur d'onde, alors qu'en bas, c'est les programmes européens qui ont privilégié la bande C. Ça correspond à 6 cm de longueur d'onde. Et c'est mieux parce qu'à 2 cm de longueur d'onde, la bande KU au-dessus, eh bien, vous êtes très sensible à l'humidité de l'atmosphère et aux fortes pluies tropicales. Donc ici, un exemple d'une image globale, évidemment, à cette résolution spatiale, sur les surfaces terrestres. Au départ, les diffusiomètres sont destinés à estimer la vitesse et la direction des vents au-dessus des océans. Mais depuis pas mal d'années déjà, on a montré qu'il y avait évidemment un très fort potentiel pour suivre les surfaces terrestres. Et on voit notamment qu'on arrive très bien à discriminer toutes les forêts tropicales sans aucun nuage. L'intérêt des travaux que je vous montre maintenant. Donc, les écologues étaient complètement, moi aussi, excités sur le fait d'avoir un jeu de données qui couvrait 30 années, depuis 92 jusqu'à 2018. Donc ça n'était pas rien déjà d'uniformiser tout ce jeu de données. Et puis, manque de chance, il restait un trou entre 2000 et 2006.
Et dans ce cas-là, on est allé chercher ce que j'aurais jamais osé, mais la nouvelle génération est assez téméraire. Et elle est allée chercher, Sheng Li est allé chercher les données en bande KU, et puis à partir de données statistiques, a fait des traitements statistiques là-dessus, et est arrivé à faire un jeu de données radar homogène. J'y croyais pas, j'ai été complètement époustouflé de voir l'affaire. Il y a quelques fenêtres où il y a encore des données bande C, bande KU qu'on a pu superposer. Elles étaient en totale correspondance. Alors, la question, c'était comment les forêts tropicales intactes, celles qui ne sont pas soumises à de la déforestation, les forêts tropicales intactes, comment est-ce qu'elles répondent aux sécheresses passées? Et si ça permet peut-être de comprendre un peu mieux leur fonctionnement futur. Alors, pour ça, on regarde le signal radar en brun là-haut sur 30 années. Et puis, on regarde d'abord l'évolution à long terme. Quand on a enlevé toutes les variations saisonnières, c'est le gros trait plein qui décroît globalement. Et puis, celui-là est assez sensible à la structure de la canopée. Alors que les traits plus fins, avec des variations plus haute fréquence, eh bien, celles-ci, elles sont très liées aux variations saisonnières de l'humidité de la canopée. Alors, je vous parle de la canopée, pourquoi? Parce que ce sont des longueurs d'onde de 6 cm, donc elles pénètrent de 2 ou 3 mètres dans les arbres, dans le feuillage, et donc ce qu'on voit, c'est vraiment la structure haute de la forêt tropicale qu'on observe. Alors, ces observations radar, on les a mis en relation avec un indice de déficit hydrique. Ce déficit hydrique, il a été calculé par le cumul de la différence entre les précipitations et l'évaporation, les précipitations étant extraites d'une autre mission satellite TRMM, l'évaporation étant extraite de simulations de modèles météo. Et puis on voit ici on voit là-haut, donc quand vous avez des gros pics qui descendent, vous avez des grandes périodes de déficit qui correspondent à des événements de sécheresse, et puis qui correspondent aussi à des grosses chutes de signal radar. Et puis oui, le signal radar est plus faible quand vous avez de la végétation sèche. Alors, de ce déficit, on a calculé un indice de sévérité de sécheresse, qui est ici, simplement, on met un seuil sur des données normalisées, et puis on a comparé ça avec Vous m'entendez si je parle ici? On a comparé ça avec le signal radar ici, et il y avait deux indices qui nous intéressaient. D'une part, c'était l'indice de résistance, puisque une forêt qui n'est pas sensible à une sécheresse va avoir un signal stable. Si elle y est sensible, donc sa résistance à la sécheresse, ça va être lié à la différence entre la valeur maximale avant sécheresse et la valeur minimale pendant la sécheresse. Et puis ensuite, la résilience, qui est est-ce que la forêt arrive à retrouver son état d'avant sécheresse? Et donc là, vous le regardez entre les valeurs maximales après et avant la sécheresse. Ça, c'est sur 2 années après et 2 années avant la sécheresse qu'on calcule ces indices. Alors ici, si on regarde ces deux indices en fonction de la sévérité de la sécheresse, on se rend compte que oui, le signal radar chute d'autant plus que la sécheresse est marquée. Et puis, on remarque aussi que lors des grandes sécheresses qui sont marquées là en bas à droite, eh bien, le signal radar a beaucoup de mal à retrouver son état d'avant sécheresse. Et puis, autre chose à droite, quand on regarde ces deux indices en fonction du temps, de révolution temporelle, eh ben on voit qu'on a une lente décroissance qui voudrait indiquer que ces forêts sont de moins en moins ni résistantes et ni résilientes. Je vous dis un dernier mot sur la mission biomasse, qui a été sélectionné par l'ESA pour partir en 2023 et pour mettre en orbite pour la première fois un radar à synthèse d'ouverture en bande P. Bande P, c'est 70 cm. Je vous parlais jusqu'à présent d'exemples avec 6 cm de longueur d'onde pour l'estimation de la biomasse forestière tropicale. Alors, pourquoi ça? Parce que si je reprends ma diapositive de carbone, les flux de CO2 entre la biosphère et l'atmosphère représentent à peu près un tiers des émissions anthropiques et sont ceux qui sont les plus mal connus. Alors, c'est pour ça que le GIEC a émis une recommandation forte qui était qu'il fallait améliorer l'estimation de la biomasse forestière
d'un point de vue spatial, temporel, et puis avoir une estimation quantitative. C'est sûrement l'une des raisons qui a fait que qui a pesé dans la balance pour que l'ESA choisisse cette mission. Alors pourquoi la bande P? Ça, c'est simplement une illustration d'un arbre ici à droite. Et puis quand vous le voyez avec différentes longueurs d'onde, ben, vous ne voyez pas la même chose de l'arbre. Les ondes, elles voient des objets de la taille de leur longueur d'onde. Donc à 3 cm, hein, vous allez voir plutôt les feuilles ou les aiguilles. À 25 cm, vous n'allez plus du tout voir les feuilles, mais surtout les branches. Et puis à 70 cm, vous allez voir le tronc et les branches principales. Et on pense que c'est ça ce qui est très lié à l'estimation de la biomasse. Donc le fait d'avoir ce pouvoir de pénétration des ondes radar rend ces capteurs particulièrement adaptés à l'estimation de la biomasse aérienne. Je croyais que j'avais 20 minutes. C'est 1 quart d'heure et 5 minutes de questions. Oh, pardon, j'avais mal compris. Alors, je termine. Voici la réponse la réponse radar en fonction de la biomasse. Bon, ben, elle croît en fonction de la biomasse. Tout le problème est que quand vous avez trop de biomasse, vous avez une saturation du signal qui apparaît, et tout l'enjeu est d'arriver à mesurer justement, à estimer ces biomasses quand elles sont très fortes sur les forêts tropicales, de l'ordre de 400 à 500 tonnes par hectare. Alors il y a une technique qui a été complètement boostée par cette mission, c'est la technique de tomographie radar, qui, à partir d'acquisitions en configuration tomographique, c'est plusieurs acquisitions dans le plan vertical, répétitives, et bien vous allez pouvoir avoir non plus une image, mais un vortex de votre surface ou de votre volume que vous êtes en train d'imager. Et donc vous allez pouvoir sortir des images à différentes hauteurs de votre couvert végétal. Alors ici, simplement pour vous montrer la puissance de cette technique, à chaque fois c'est la réponse radar en fonction de la biomasse, mais pour différentes hauteurs de couvert, en haut à gauche, pour différentes hauteurs d'imagerie, en haut à gauche 0 m, 5, 10, 15, 20, jusqu'à 40 mètres. Et puis on se rend compte que c'est pour la hauteur de 30 mètres en bas à gauche qu'on a les estimations de biomasse les plus robustes, avec les plus faibles taux d'erreur. Et ça, c'est parce que, comme par hasard, à 30 mètres, on est pile dans la hauteur des arbres, et donc on est juste en train de regarder le volume de biomasse, on est en train de sonder le volume de biomasse, et on n'est pas affecté par les autres contributions qui peuvent provenir du sol, du double rebond, etc. Donc ceci fait qu'il y aura trois techniques qui seront utilisées pour cette mission. Il y a 2 phases orbitales qui seront des phases tomographiques qui permettront d'avoir justement des acquisitions tomographiques pour l'estimation. Et autrement, ça sera des phases orbitales qui permettront de faire de la polarimétrie interférométrique. Ceci permet d'estimer la hauteur des couverts, en plus d'analyser les images en intensité telles quelles. Et tout ça permettra normalement d'avoir des cartes, de fournir des cartes biannuelles de biomasse tropicale. Voilà, donc simplement pour finir, les nouveaux capteurs de télédétection ont une très forte valeur ajoutée et permettent pour la première fois de sortir des phases de laboratoire de recherche pour toutes ces applications. Et on commence à avoir des applications opérationnelles, alors que ce soit depuis Sentinelle, que ce soit avec Sentinelle, mais aussi avec Biomasse qui va partir, des satellites d'autres dont je n'ai pas parlé, mais enfin voilà. Je vous remercie. Merci bien, c'était super la présentation. Moi j'ai 2 petites questions liées plutôt au Sentinelle 1. La première question, est-ce que vous avez essayé de faire du pulsar avec Sentinelle 1, avec 2 canons, avec des compositions adaptées à cette situation un peu particulière, par pôle? Et l'autre qui est un peu hypothétique, est-ce que vous trouvez qu'on pourrait faire du pulsar avec Sentinelle 1, avec le mode interférométrique, avec 2 canons, avec le baseline qui n'est pas effectivement qui est pas large, parce que c'est pas une mission qui est conçue pour ça. Mais moi je me demande, parce que nous, métropole, on n'a pas de biomasse en fait. Ouais. Du coup, on est obligé de faire avec ce qu'on a. Et on a Sentinelle 1. Ouais. Alors, Polinsar, non, parce qu'il faut des acquisitions pleinement polarimétriques, et Sentinelle 1 n'est pas pleinement polarimétrique, vous avez juste 2 polarisations VVVH, et donc vous ne pouvez pas faire grand-chose. Et pour les méthodes de détection, quand on a utilisé Sentinelle 1,
On a deux méthodes qu'on est en train de comparer. Il y en a une qui utilise juste une polarisation, l'autre qui utilise les deux. On est en train de voir. Mais en fait, Sentinel-1 n'est pas du tout adapté pour la polarimétrie. C'est pas un radar pleinement polarimétrique. Donc vous ne pouvez pas faire de polarimétrie. Vous pouvez comparer les réponses entre différentes polarisations, mais vous ne pouvez pas vraiment faire de polarimétrie. Et vous pouvez regarder la phase polarimétrique entre les deux acquisitions VV-VH, mais c'est pas très intéressant. Ce serait surtout entre VV et HH qu'on pourrait faire ça. Oui, tout à fait, mais il y avait quand même des travaux, ils ont adapté les compositions pour les Oui. compositions de cloud Oui. Sur deux canaux. Oui. Tu prends ça aussi, même ce cadre de l'immersion en trois étapes de la forêt a été adapté à chaque Oui. canal aussi. Moi, ce qui m'inquiétait plutôt, c'est vraiment le baseline entre les trajectoires. Non, ouais. J'ai pas les travaux dont vous me parlez, je les ai pas vus, mais on pourra en reparler. Mais c'est pas. Je pense que le problème est beaucoup plus un problème de configuration d'acquisition partiellement polarimétrique plutôt qu'une configuration de baseline. Mais on pourra en reparler.